On sait que derrière les mots qui sont utilisés par le pouvoir se cachent bien souvent des réalités qui ne correspondent pas aux intentions affichées. Pendant longtemps, les États-Unis, et c'est encore le cas maintenant, mais enfin c'était flagrant au moment de la guerre froide, les États-Unis se prétendaient leaders du monde libre. Depuis lors, le mot qui intervient pour justifier, pour légitimer des interventions de l'armée américaine, par exemple au Moyen-Orient, c'est la restauration de la démocratie. De la même manière, en France, un mot, ou plutôt deux mots, qui interviennent couramment, c'est d'une part la défense des droits de l'homme, puisque la France affirme par la voix de ses gouvernants régulièrement qu'elle est la patrie des droits de l'homme, mais aussi il y a un terme qui remonte à un passé lointain, qui est celui de la grandeur de la France, expression qui a été consacrée par Charles de Gaulle lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1958. Donc, derrière les mots, et personne n'est dupe, se cachent des réalités très matérielles souvent, qui sont liées tout simplement à la défense des intérêts d'une puissance, et pas seulement la défense, c'est la progression des intérêts de ces puissances sur la planète. Lorsque j'étais étudiant en deuxième année à l'université, mon professeur d'histoire contemporaine, Ginette Kurgan, faisait un cours sur le capitalisme et l'impérialisme en prenant le cas particulier d'une part de la Chine, qu'elle connaissait particulièrement bien, puisqu'elle avait fait sa thèse doctorat sur le sujet, sur les intérêts belges donc en Chine, et d'autre part sur l'Égypte. C'est un cours qui nous avait beaucoup marqué, puisque pour la première fois, on étudiait pour une époque récente ce que c'était que le colonialisme, ce que c'était que le capitalisme, parce qu'elle nous donnait aussi un cours d'introduction aux sciences économiques, et ce que c'était que l'impérialisme. Il faut d'abord définir ces termes. Le capitalisme, c'est un mode de production, c'est un système qui vise à maximiser les profits, qui est basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme et qui conduit à un certain stade de son développement à la concentration du capital. D'autre part, l'impérialisme pourrait être défini comme une domination politique directe sur un territoire, sur une population. Évidemment, le champ sémantique de ces deux mots, impérialisme et capitalisme, mériterait d'être précisé, mais je m'en tiendrai là, car mon objectif n'est pas d'aborder ces deux thématiques, ou ces deux termes plutôt, dans la totalité de leur acception. Je vais étudier un cas particulier, mais particulier entendons-nous bien, qui couvre quand même un continent immense, à savoir l'Afrique,
en essayant de comprendre quels sont les liens qui, au XIXe siècle, ont uni le capitalisme et l'impérialisme. Quand je dis au XIXe siècle, il s'agit plus précisément des 2 dernières décennies du XIXe siècle et de cette quinzaine d'années, petite quinzaine d'années, qui précède le premier conflit mondial. Autrement dit, il s'agit d'étudier les liens entre capitalisme et impérialisme pendant une durée de 35 ans. On connaît la thèse de Vladimir Ilyich Ulyanov, autrement dit Lénine, qui en 1916 publie un opuscule qui va avoir énormément de succès au XXe siècle et qui s'intitule « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme » que je vous montre ici dans une édition, c'est l'édition Tribord, mais qui a été imprimée et rééditée dans de nombreuses éditions. Voici. C'est un opuscule qui, dans mon édition, fait 140 pages, ou à peu près. Abordons donc cette problématique, celle des liens entre capitalisme et impérialisme en Afrique. Il y a un certain nombre d'arguments qui plaident en faveur de la thèse développée dans cet ouvrage par Lénine, des liens qui paraissent même assez forts pour la période considérée. Le terme impérialisme n'a pas été inventé par les marxistes. Dès 1874, le roi Beaulieu montre déjà le lien qui existe entre ces 2 concepts, le capitalisme et l'impérialisme, mais le concept va prendre force et vigueur à partir de 1902, lorsque Hobson montre, dans un article important, quelle place occupe l'exportation des capitaux dans, à un moment donné, à un stade du développement du capitalisme. Ce concept d'impérialisme va être repris par plusieurs marxistes entre 1900 et 1916, à commencer par Hilferding, qui en 1910 introduit un terme promis à un grand succès, le concept donc de capitalisme financier. 3 ans plus tard, en 1913, Rosa Luxembourg, dont on a fêté l'an dernier le centenaire de son assassinat, puisqu'elle a été assassinée en janvier 1919 à Berlin. Rosa Luxembourg, donc, utilise le terme d'impérialisme qui, à ses yeux, ce concept, pour montrer que le capitalisme, à un stade de son développement, doit absolument s'étendre géographiquement pour trouver des débouchés nécessaires aux produits qui ont été fabriqués donc, dans les pays industriels. 3 ans plus tard, Lénine va poursuivre dans cette voie-là en montrant que l'impérialisme conduit inévitablement la guerre. Il l'écrit au moment donc où le premier conflit mondial a été déclenché, mais on peut dire en fait qu'il ne fait que confirmer la thèse de Rosa Luxembourg qui avait déjà expliqué que l'impérialisme, que le capitalisme
ne pouvait que conduire à un conflit entre les grandes puissances industrielles. Nous allons voir dans quelle mesure la thèse de Lénine, la thèse des marxistes, peut être appliquée au cas particulier de l'Afrique. Avant la conquête, les pays, et ici je prendrai essentiellement dans ma démonstration le cas de la France et du Royaume-Uni, avant la conquête donc, les gouvernements ont poussé à l'endettement plusieurs gouvernements d'Afrique du Nord, à savoir l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Et effectivement, ces trois pays-là vont, pour pouvoir s'en sortir par rapport aux dettes qu'ils ont contractées dans un but de modernisation du pays, on leur avait fait des prêts généreux, mais pas sans arrière-pensée, comme vous allez vous en rendre compte. C'est ainsi que, en Égypte, les Français vont établir un condominium avec les Britanniques après 1876, c'est-à-dire après la banqueroute du pays. En Tunisie, en 1880, la France, pour se faire rembourser, va monopoliser les douanes tunisiennes, mais pas seulement, et va imposer au bey de Tunis un protectorat. La situation est un peu la même au Maroc, lorsqu'en 1912, la France, là aussi, suite aux dettes importantes qui ont été contractées par le sultan, par le gouvernement du sultan, va établir là aussi un protectorat. Pendant l'occupation de ces différents pays, le Royaume-Uni et d'autre part la France, des participations directes dans les entreprises, en prenant le contrôle, franchement, et d'autre part des participations, je dirais, indirectes, passives, vont être prises de telle manière que l'économie du pays va effectivement être aux mains des protecteurs, entre guillemets, puisqu'il s'agit de protectorat ou de condominium, et que c'est dans ce cadre-là que l'on peut parler d'une liaison étroite entre le capitalisme et l'impérialisme. Ce qui est sûr, en termes de résultats, c'est que les rendements ont été importants, je dis bien pour ces pays-là, entre 1908 et 1914, puisque les intérêts des investissements, des placements qui auront été faits s'élèvent à plutôt 14 à 33%, ce qui n'est pas rien, évidemment. Maintenant, il s'agit de voir si ces liens forts, mis en évidence par les marxistes, entre capitalisme et impérialisme, se justifient pour l'ensemble des liens qui unissent ces deux concepts. On va voir que si effectivement, pour l'Afrique du Nord, on peut parler de capitalisme et d'impérialisme liés pour les 35 années dont il a été fait mention dans mon introduction, pour l'Afrique du Nord, je dis bien, en revanche, pour l'Afrique subsaharienne, et on peut même préciser, pas seulement l'Afrique subsaharienne, mais l'Afrique intertropicale, parce que l'Afrique du Sud, elle, échappe à ce point de la démonstration, parce que l'Afrique du Sud, comme l'Afrique du Nord, vont
va connaître également des investissements importants qui seront rentables. Mais donc pour ce que l'on appelle habituellement l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, à l'exclusion toutefois de l'Afrique du Sud, on peut dire que les investissements, tant sur le plan géographique que sur le plan quantitatif, n'ont pas donné lieu à des rendements intéressants. Bien au contraire. On va voir en fait que ces investissements se sont faits essentiellement, ont été faits essentiellement par l'État, mais pas du tout, ou presque pas, par le secteur privé. Il y a donc bien un sous-investissement en Afrique intertropicale du côté de la France et de l'Angleterre. Sur le plan quantitatif, d'ailleurs, on peut remarquer que ces rendements sont particulièrement faibles pour la France, en particulier pendant cette période de ruée vers l'Afrique. Je rappellerai que la conférence de Berlin organisée par le chancelier Bismarck se tient en 1885, eh bien ces investissements sont particulièrement faibles entre 1882 et 1897. Quelles sont donc les autres motivations qui sont à l'origine de cet impérialisme s'il ne s'agit pas de rendements immédiatement liés aux investissements, donc au capitalisme industriel ou financier? En fait, il y a deux causes majeures, je dirais même trois, qui expliquent ce qui se passe à ce moment-là. Il y a tout d'abord des causes idéologiques, il y a ensuite des causes politiques, et il y a enfin des causes militaires. Je commencerai par les causes idéologiques, donc par ce qui relèverait, je dirais, de l'histoire des mentalités, mais pas seulement, parce que l'idéologie, et j'ai introduit mon propos par cet aspect des choses tout à l'heure, l'idéologie est en fait construite à partir d'un substrat qu'on pourrait appeler l'infrastructure, par une volonté. Donc l'idéologie n'est rien d'autre que la volonté de faire de la propagande pour légitimer une attitude politique à des fins économiques. Et là, en cela, on peut dire que l'économie reste la base, mais pour autant, les arguments qui sont avancés ne sont pas de cette nature. Je commence donc par les causes idéologiques. Le progrès de la civilisation qui devrait être apporté par les Européens, se considérant comme une race supérieure à l'ensemble des peuples considérés comme inférieurs sur la planète, est constamment avancé. Aussi bien du côté des héritiers des Lumières que du côté, alors là il s'agit évidemment de civilisation du point de vue religieux, que par des missionnaires. Au lendemain de la défaite de 1870, 71 si l'on veut, puisque c'est à ce moment-là que les traités vont être signés, par la France, suite à la défaite donc de Napoléon III à Sedan face aux armées fédérées ou confédérées des États allemands, bien sûr, le coup est extrêmement dur pour le chauvinisme français, et donc on va voir dans la presse, en politique, une volonté de laver cet affront. La civilisation, la défense de la civilisation apparaît donc pour beaucoup
d'hommes politiques français, y compris à gauche, comme Gambetta, qui va se rallier à la politique de colonisation dans les années 70, parce qu'il meurt assez tôt, hein, il meurt en 1880, je vous dis ça de mémoire, et d'autre part, Jules Ferry lui-même fait appel à cette notion de civilisation qui est reprise en chœur par tout le monde à ce moment-là. Les motifs nationalistes en France sont constamment apparaissent très clairement, puisqu'il s'agit de prendre sa revanche face à l'Allemagne, et d'ailleurs Bismarck va laisser faire les choses pour trouver une soupape de sûreté par rapport à ces sentiments vécus par les Français. Les arguments donc nationalistes apparaissent clairement lorsqu'il s'agit de conquérir des territoires outre-mer, mais il y a aussi une expression extrême de ce nationalisme qui est le racisme, les deux termes étant liés souvent très naturellement à cette époque-là. La notion de race est constamment mise en évidence et il paraît évident aussi bien pour les Français, et Jules Ferry lui-même parle de la nécessité pour la France, race supérieure, pour les Français, race supérieure, d'apporter donc la civilisation aux races inférieures, les Africains en l'occurrence, mais pas seulement, et les Britanniques se considèrent aussi comme une race supérieure au peuple africain et au peuple asiatique. Lié à ces causes idéologiques, on assiste donc à une héroïsation de militaires qui partent au fond un petit peu comme des aventuriers et qui, tout en étant des personnages relativement obscurs finalement, mais qui vont être mis en évidence par le pouvoir, on va leur, on va leur sculpter des statues, ils vont apparaître dans les manuels de la Troisième République pendant les 35 ans considérés ici. C'est le cas, plus précisément, de Gallieni lors de son entreprise au Soudan, et aussi, bien sûr, de Brazza au Congo. On voit donc ici qu'il s'agit non pas d'arguments économiques ou de causes économiques, en tout cas apparentes, qui interviennent ici dans les politiques impérialistes qui sont menées. À côté de ça, je vous ai dit qu'il y a aussi des causes politiques et des causes militaires, autrement dit des causes stratégiques. La France, je vous l'ai dit, cherche à restaurer sa grandeur par la constitution d'un empire colonial. À la suite de la défaite de 1871, je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais il s'agit aussi, par exemple pour des pays comme l'Allemagne, d'assurer son statut de grande puissance après la fondation de cet empire allemand, empire fédéral, mais qui est sous la poigne de fer du chancelier du même nom d'ailleurs, le chancelier de fer, et qui va participer à la constitution d'un esprit nationaliste unitaire en Allemagne, parce que n'oubliez pas, l'Allemagne en 1870 est constituée d'une trentaine, si mes souvenirs sont bons, de royaumes, de principautés, de grands-duchés, qu'il s'agit d'unifier. C'est la grande époque de l'unification de l'Allemagne, et plutôt d'ailleurs l'Italie avait connu un processus similaire
dans le cadre du grand mouvement de l'éveil des nationalités. Donc, pour résumer ce point, on voit donc qu'il y a des causes idéologiques, des causes politiques, des causes militaires, qui bien sûr ont un substrat économique, mais pas seulement. Il faut tenir compte des mentalités et qu'il ne faut pas a priori considérer que la grande bourgeoisie se trouve derrière ces conquêtes, parce qu'il y a des conquêtes qui ne rapportent rien, en fait, où les éléments économiques n'interviennent pas, sauf si l'on considère que l'on espère à terme trouver des matières premières qui ne sont pas encore apparentes à ce moment-là dans des pays qui sont, pour une partie importante en tout cas, de l'Afrique subsaharienne, constituée par des déserts. Maintenant, il s'agit de faire la part des choses entre, d'une part, l'argument économique qui est mis en évidence par les marxistes et par Lénine tout particulièrement dans cet opuscule que je vous ai montré tout à l'heure, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et d'autre part, la faiblesse des liens que l'on observe aussi parallèlement entre le capitalisme et l'impérialisme. C'est donc le moment de faire une synthèse pour essayer donc d'essayer de comprendre en nuances ce qui a pu se passer à ce moment-là. Autrement dit, la question est de savoir s'il s'agit véritablement de capitalisme ou d'autre chose qui est liée à l'impérialisme. Et on va voir, in fine, que le terme mercantilisme, c'est-à-dire un capitalisme de type commercial et non pas industriel ou financier, a présidé à cette politique impérialiste et à cette politique de colonisation en Afrique. Je vais commencer donc par le contexte économique pour essayer de replacer les choses dans un contexte beaucoup plus général qui n'affecte pas d'ailleurs que les puissances que j'ai évoquées ici, au premier chef la France, le Royaume-Uni et secondairement l'Allemagne. Vous aurez remarqué que je n'ai pas fait état ici d'autres puissances coloniales comme la Belgique ou comme le Portugal et d'autres pays encore, l'Italie ou l'Espagne, mais dans une moindre mesure. En tout cas, la Belgique a joué un rôle très important, mais que j'ai évoqué dans une autre leçon qui a été aussi enregistrée, et je ne vais pas revenir donc sur ce que j'ai pu dire à l'époque. Le contexte économique d'abord. Le contexte économique, au XIXe siècle, c'est avant tout un phénomène majeur qui a débuté dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est bien sûr la révolution industrielle dans laquelle nous sommes toujours, pour certains nous sommes dans la troisième ou la quatrième phase de la révolution industrielle, mais dans notre, à notre époque, cette révolution reste majeure, sauf qu'on est passé d'un monde où le prolétariat jouait un rôle fondamental dans le cadre des entreprises industrielles à un monde qui est dominé aujourd'hui par un capitalisme financier et où, statistiquement en tout cas, la majorité, en tout cas pour nos régions, je dis bien pour nos régions, ce n'est pas le cas partout dans le monde, pour nos régions en tout cas, le secteur des services dépasse de loin le secteur industriel, tout en lui étant intimement lié. Donc on reste en fait dans une phase de la révolution industrielle, donc il ne faudrait pas dire que nous sommes dans un monde post-industriel, ce serait, avoir une mauvaise vision des choses. Ce qui est sûr, c'est que pendant cette révolution industrielle,
au XIXe siècle, un certain nombre de moyens techniques nouveaux sont apparus qui vont favoriser la colonisation. Je pense en particulier dans le domaine des transports. À l'époque qui nous intéresse, donc c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, les bateaux à vapeur vont supplanter définitivement les voiliers. Les bateaux à vapeur existent, ils avaient été inventés par Fulton, donc vers 1810, sauf erreur de ma part, mais c'est vraiment dans la deuxième moitié, surtout dans le dernier tiers du XIXe siècle, que ces bateaux à vapeur vont complètement remplacer les voiliers, et on peut même dire que la conquête de Madagascar, la colonisation de Madagascar, n'aurait pas été possible si on n'avait disposé que de voiliers. Ça, c'est sûr. D'autre part, la révolution industrielle est intimement liée au développement des chemins de fer. Là, ce sont des États qui vont, en tout cas pour les régions ici considérées, je ne parle pas des États-Unis où là le secteur privé est intervenu massivement, en Angleterre aussi d'ailleurs, mais sur place, en Afrique, les États vont souvent jouer un rôle très important. Donc, qu'il s'agisse de la navigation, des transports maritimes ou des transports terrestres, la colonisation a été favorisée donc par la révolution industrielle. On peut dire également que dans le domaine de la santé, les progrès de la médecine n'ont pas joué un rôle quelconque. Plus particulièrement, on pense à la découverte de la quinine, qui va permettre à de nombreux coloniaux, entre guillemets, de partir d'Europe en Afrique et donc de s'installer et donc de pouvoir, à partir du moment où ils utilisent ce médicament, pouvoir donc administrer les territoires. Ça va leur permettre aussi de partir avec leur famille, leur épouse, et donc ça va favoriser donc leur installation sur place. Mais la révolution industrielle, ce n'est pas seulement les progrès techniques, bien sûr. La révolution industrielle, c'est peut-être d'abord cela, mais la révolution industrielle est liée étroitement à la demande de matières premières, parce que ces machines, une fois que l'on peut les faire fonctionner et qu'elles peuvent produire beaucoup, infiniment plus que des êtres humains, il va falloir trouver des matières premières, surtout bon marché. C'est la condition sine qua non. Et c'est ainsi que l'huile de palme va être très prisée, parce que l'huile de palme, ça ne sert pas seulement à faire du savon, ça sert aussi à la fabrication de graisse pour les machines. Et comme les machines sont les instruments indispensables de la production, l'huile de palme, évidemment, va connaître une production très importante. Il y a aussi, comment dirais-je, le caoutchouc à la fin du siècle, avec l'invention de l'automobile, et je dirais même que le caoutchouc est à l'origine d'une grande partie de la fortune du roi des Belges Léopold II. Et ça, c'est, je dirais, un coup de génie ou le coup du hasard lorsqu'il a tracé lui-même au crayon rouge sur une carte de l'Afrique centrale le territoire qu'il souhaitait s'approprier. Ça va être confirmé donc à la conférence de Berlin, même s'il y a eu des modifications après cette conférence de Berlin. Et il se fait que, en particulier pour la région du Kasaï, mais aussi et surtout, je dirais, pour la région du Katanga, on va y découvrir des
métaux précieux, on va y découvrir du diamant, et certains ont pu parler du Congo comme un scandale géologique. Mais à part cette extraction de minerais, on trouve aussi des forêts, la forêt équatoriale, qui va permettre la culture des EVA qui produisent ce fameux caoutchouc indispensable pour la fabrication des pneus. Donc je dirais que c'est la conjonction entre d'une part le développement de la technique qui permet donc la fabrication des automobiles et d'autre part ce phénomène, ou plutôt cet épisode politique consacré par la conférence de Berlin qui va permettre à Léopold II de s'enrichir, mais dans des conditions qui ont été largement décrites depuis longtemps et conditions sur lesquelles on revient régulièrement depuis 10-15 ans, en Belgique en particulier, mais pas seulement en Belgique d'ailleurs, comment dirais-je, puisque le travail, ou plutôt ses richesses, reposent ou ont reposé sur l'exploitation de l'homme par l'homme et que l'on fait état de millions de personnes qui sont décédées. Je parle d'indigènes, de Congolais, donc, dans le cadre de ce processus de production de la culture des EVA. Maintenant, il y a aussi une crainte en 1800, suite à la grande famine de coton en 1860, les Européens, donc c'est avant la période ici considérée de 20 ans, les Européens ont peur de perdre la main sur la production des matières premières, ici c'était en l'occurrence du coton, et se doivent donc de conquérir des territoires qui leur fournissent donc non seulement ces matières premières à bon marché, mais avec une main-d'œuvre indigène, facile à manier, vu le rapport de force. Hein, il y a quand même des armes très efficaces du côté européen, il y a la domination à tout point de vue, militaire, politique, social, sur les indigènes, et il faut donc assurer l'approvisionnement en matières premières. En fait, si j'évoquais ici la révolution industrielle et tout ce qu'elle induit sur le plan technique, sur le plan également de la demande des matières premières, il n'en demeure pas moins que l'impérialisme a des causes plus commerciales et de loin que des causes industrielles et financières, comme j'espère l'avoir démontré tout à l'heure. En effet, dans la période considérée ici, la compétition commerciale ne cesse d'être de plus en plus rude et on assiste à un phénomène de surproduction des biens fabriqués, ce qui conduit à un excédent de marchandises, et il s'agit donc de trouver des débouchés. Or, les tarifs douaniers, dans le cadre d'une politique protectionniste, ne cessent d'augmenter, et il va falloir donc trouver des débouchés à l'extérieur pour écouler les produits liés donc à la révolution industrielle. Toutefois, on peut dire que ce qui va se développer à ce moment-là, grâce à la colonisation, ce ne sont pas les industries, ce sont plutôt des compagnies commerciales. Des compagnies commerciales qui ne produisent pas en fait
et là on serait dans une cause de type industriel, qui n'investissent pas non plus, et là on serait dans le domaine financier, ce sont en fait des compagnies qui font de l'import-export, entre, d'une part, la métropole et d'autre part, les colonies, et on en a un certain nombre d'exemples pour ces deux grandes puissances à ce moment-là, que sont la France et l'Angleterre. J'en arrive à ma conclusion. Tout d'abord, j'ai essayé de montrer que l'impérialisme n'est pas tant dû à des causes économiques, même si évidemment elles sont sous-jacentes, mais que bien souvent ce sont des causes politiques dans le cadre d'un jeu de force, de rapport de force entre les puissances européennes qui intervient pour se lancer dans la colonisation dans le cadre d'une politique impérialiste. Ensuite, j'espère avoir montré que l'impérialisme qui a induit le colonialisme et une forme de capitalisme n'est rien d'autre que la cause non pas d'un moment particulièrement important dans l'histoire du capitalisme, car ce capitalisme, étant un capitalisme commercial, est en fait une forme de régression à un mercantilisme ancien, tel qu'il avait été conçu déjà au XVIIe siècle. Pensez au mercantilisme de Colbert, ce que l'on appelle habituellement le colbertisme d'ailleurs, lorsqu'il a créé des compagnies d'État d'ailleurs, ou des compagnies, ou favorisé des compagnies privées qui commerçaient avec les colonies, mais ce sont essentiellement des compagnies d'ailleurs, oui je vous dis bien d'État, ce qui n'est pas le cas pour l'Angleterre ou pour les Provinces-Unies à la même époque, parce que là il s'agit vraiment de compagnies privées. Donc on peut dire, pour conclure, que l'impérialisme n'est pas à l'origine d'une révolution dans le domaine du capitalisme, et j'espère que donc cette démonstration l'aura prouvé. Il me reste, comme d'habitude, à vous montrer un certain nombre de livres. Alors, je vais commencer par des ouvrages généraux. Alors, un ouvrage d'un chercheur, d'un professeur britannique, spécialiste de l'histoire de la colonisation, Bailey, La naissance du monde moderne, 1780-1914, qui fait la part belle dans son livre aux pays qui sont colonisés, à l'ensemble de la planète. C'est vraiment une histoire globale, si on peut dire, une histoire de la planète dont il est question ici. Cet ouvrage a été publié en collaboration par Le Monde diplomatique et les éditions de l'Atelier. C'est un ouvrage qui fait 600 pages. Alors, d'un historien marxiste, Eric Hobsbawm, L'ère du capital, 1848-1875, chez Hachette dans la collection Pluriel. C'était un très grand historien britannique. Du même auteur, et là ça concerne plus particulièrement notre sujet, L'ère des empires, 1875-1914, dans la même collection. Alors, de Heinz Gollwitzer, L'impérialisme de 1880 à 1918, publié chez Flammarion dans l'Histoire illustrée de l'Europe.
Alors, dans la célèbre collection Peuple et Civilisation, en tout cas elle était célèbre quand j'étais étudiant, mais c'est une collection qui était déjà ancienne à cette époque-là, l'essor industriel et l'impérialisme colonial, 1878-1904, par Maurice Beaumont aux Presses universitaires de France. Alors, d'un auteur qui a été très à la mode ces dernières années, Thomas Piketty, Capital et idéologie aux éditions du Seuil. C'est un ouvrage très dense qui fait, je vois ici, attendez, j'essaie de voir, 1200 pages. Alors, si je vous montre cet ouvrage, ça pourra paraître étonnant pour certains, sachant que Thomas Piketty est avant tout un économiste. Eh bien non, il a consacré près de 200 pages au sujet qui est le nôtre ici, donc sur la période coloniale. Alors, sur la colonisation, Marc Ferraud, alors là c'est un ouvrage de vulgarisation, La colonisation expliquée à tous aux éditions du Seuil, de Jacques Frémaux, Les empires coloniaux, une histoire monde, aux éditions du CNRS dans la collection Biblis. Alors, des ouvrages plus anciens, L'expansion européenne 1600-1870 par Frédéric Moreau dans la collection Nouvelle Clio, Presse universitaire de France. C'était des manuels qui étaient utilisés il y a 40 ou 50 ans quand j'étais étudiant. De Jean-Louis Miège, Expansion européenne et décolonisation de 1870 à nos jours, même collection. À la documentation photographique, le numéro de novembre-décembre 2016, Colonisation, une autre histoire, de Romain Bertrand. Sous la direction de Marc Ferraud, dont je vous ai montré tout à l'heure le petit livre sur la colonisation expliquée aux enfants, je ne sais plus comment ça passe, attendez, la colonisation expliquée à tous, sous la direction de Marc Ferraud, donc le livre noir du colonialisme, 16e, 21e siècle, de l'extermination à la repentance chez Robert Laffont, là aussi un gros ouvrage qui fait près de 850 pages. Je poursuis. L'Afrique de la colonisation à l'indépendance, c'est un petit que sais-je dû à Anne Stamm. Alors, de Catherine Cockry-Widrowicz et de Henri Monniot, L'Afrique noire de 1800 à nos jours, Nouvelle Clio. Alors, du même auteur, Catherine Cockry, La découverte de l'Afrique, c'est en fait un recueil de sources commentées dans la collection Archives Julliard. Alors là, c'est un numéro très récent, novembre 2020, c'est le numéro 477 de la revue L'Histoire, 1885, conférence de Berlin, le partage de l'Afrique.
Alors ici, un ouvrage plus ancien, sous la direction d'Hubert Deschamps, Histoire générale de l'Afrique noire, de 1800 à nos jours, aux presses universitaires de France. Là aussi, évidemment, un gros ouvrage, puisqu'il fait plus de 700 pages. Alors, un ouvrage dont on a beaucoup parlé, en tout cas en Belgique, de David Van Reybrouck, Congo, une histoire. C'est un ouvrage épais, puisqu'il fait 850 pages. C'est un ouvrage aussi polémique, j'essaie de retrouver la table des matières. C'est un ouvrage polémique sur donc la colonisation belge au Congo, et il y a une cinquantaine de pages, c'est le chapitre 2, qui s'intitule « Une immonde saloperie, le Congo sous Léopold II, 1885-1908 ». Donc vous voyez que les termes ne sont pas particulièrement tendres pour le roi des Belges. C'est dans la collection Babel. Alors d'autres ouvrages sur le Congo que je vous montre parce que je n'ai pas abordé aujourd'hui, mais quand même on ne peut pas oublier en tout cas l'action des Belges au cœur de l'Afrique. Alors de celui qui fut mon maître à l'université de Bruxelles et qui écrit de nombreux articles sur le sujet, Jean Stengers, Congo, mythe et réalité, 100 ans d'histoire, et ça a été publié, alors là, aux éditions du Culot. Il y a déjà 30 ans, mais... Alors, de Barbara Emerson, Léopold II, le Royaume et l'Empire, chez du Culot. Alors, de Guy Van Thames, professeur à l'Université libre de Bruxelles néerlandophone, donc en fait c'est la vraie Universiteit Bruxelles. La Belgique et le Congo, Nouvelle histoire de la Belgique, volume 4, édition complexe. Alors, pour terminer avec l'histoire de Isidore Ndawewel et Nziem, Nouvelle histoire du Congo, des origines à la République démocratique, avec une préface d'un spécialiste du sujet, de la préface de Elikia Mbokolo, aux éditions du CRI. Voilà, 750 pages. Enfin, je ne vous ai pas apporté de romans concernant d'autres régions qui ont été colonisées dans le monde, sinon évidemment il y a de grands romans coloniaux liés à l'impérialisme britannique en Inde, par exemple, dont Parangon est évidemment Rudyard Kipling. Il faut savoir que donc le livre de la jungle, c'est vraiment un ouvrage colonial, qui utilise la métaphore animalière comme Jean de La Fontaine l'a utilisé pour décrire la société Louis XIVienne. Alors, du prix Nobel Mario Vargas Llosa, Le rêve du Celte. Alors là, c'est une histoire justement des injustices, comment dirais-je, pendant la période considérée. Le héros s'appelle Roger Casemans et découvre justement au fil de ses voyages au Congo, et puis la deuxième partie de l'ouvrage concerne l'Amazonie, ce que c'est que au quotidien l'exploitation de l'homme par l'homme. Et enfin, un grand classique de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres,
dans la collection bilingue chez Aubier et qui concerne les ténèbres, c'est donc la forêt équatoriale au Congo. J'ai dit